Bonjour, bienvenue sur Lumni pour une séance de sociologie du programme de première spécialité. Je suis Benjamin, enseignant en sciences économiques et sociales au lycée Joliot-Curie dans l'Académie de Versailles, mais je ne suis pas tout seul. Bonjour, je suis Pauline, également enseignante en sciences économiques et sociales au lycée Joliot-Curie dans l'Académie de Versailles. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance de SES en spécialité première sur un chapitre qui s'intitule « Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ». Alors, pour commencer cette thématique du lien social, nous allons évoquer l'expérience du petit monde évoquée par le psychosociologue Stanley Milgram, qui l'a développé dans les années 60. Et son but était de montrer l'existence et la force des liens sociaux entre les individus. Et donc, pour ça, ce qu'il a fait, il a demandé à 296 personnes de faire parvenir un courrier à un individu inconnu habitant à Boston par l'intermédiaire d'une succession de personnes. Et donc, le but était de mesurer le nombre de personnes intermédiaires entre l'expéditeur et le destinataire final. Donc, typiquement, vous pouvez vous demander combien de personnes il peut y avoir entre vous et nous, ou entre vous et votre footballeur préféré. Et je crois que Pauline a la réponse. En effet, dans les années 1960, on constate qu'il fallait en moyenne 5 intermédiaires entre deux personnes qui ne se connaissent pas. De nos jours, ce chiffre est tombé à 4 et cela s'explique principalement par la présence des réseaux sociaux numériques dont nous reparlerons dans notre deuxième partie. Et donc, cette expérience, elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle montre l'existence d'un lien social entre les individus, un lien social qui évolue et qui se transforme, comme l'a évoqué Pauline, avec le numérique. Et donc, c'est pour ça que nous avons construit notre séance autour de cette problématique. Comment se construisent, évoluent et se transforment les liens sociaux entre les individus. Et donc, nous avons élaboré un plan en 3 parties. D'abord, la diversité des liens sociaux. Ensuite, nous nous interrogerons sur l'évolution de ces liens dans les sociétés modernes. Enfin, nous questionnerons ces liens puisqu'ils sont exposés à différents facteurs qui peuvent les affaiblir. Dans cette première partie, nous raisonnerons en 2 temps. Nous travaillerons d'abord sur la diversité des liens et des groupes sociaux qui relient les individus les uns aux autres. Dans un second temps, nous travaillerons sur la fonction des liens sociaux. Alors, avant toute chose, ce qu'il est très important de faire, c'est un effort de définition. Un effort de définition, donc qu'est-ce que le lien social ? On peut dire que le lien social, il se définit comme des relations, comme l'ensemble des relations qui rattachent les individus entre eux. Et en sociologie, nous avons la tradition de distinguer les liens sociaux primaires des liens sociaux secondaires. Alors, pour illustrer tout cela, nous avons pris l'exemple d'un danseur de hip-hop, appelons-le hip-hop man, peu importe. Nous allons voir que ce danseur de hip-hop, il évolue dans un environnement et est entouré de plein de groupes sociaux. Alors, celui qui vient spontanément à l'esprit, c'est évidemment la famille. Donc, la famille, au sens large, nous pensons aux cousins, aux frères, aux grands-pères, etc. Mais nous pensons également à un deuxième groupe, celui des amis et des camarades. En sociologie, nous l'appelons le groupe de pairs. Et donc, ces 2 groupes sont les groupes avec lesquels les individus ont des liens les plus forts. C'est pour cela qu'on les appelle les groupes sociaux primaires. Mais si j'emploie le terme primaire, vous imaginez, il y a bien des groupes sociaux secondaires, n'est-ce pas Pauline ? En effet, au sein des groupes sociaux secondaires, les liens sont beaucoup plus relâchés, moins denses. C'est par exemple le cas des associations. Par exemple, une association sportive ou encore une association politique, puisque, rappelons-le, les partis politiques constituent des associations. De la même manière, c'est aussi le cas de l'univers professionnel avec les liens sociaux qui sont entretenus avec les collègues ou encore les supérieurs hiérarchiques. Enfin, il existe un dernier groupe, le cas des réseaux, qui peuvent à la fois être classés dans les groupes sociaux primaires ou dans les groupes sociaux secondaires en fonction de la nature des liens qui sont entretenus au sein des réseaux sociaux et notamment des réseaux sociaux numériques. Donc vous l'avez compris, il y a une grande diversité de liens sociaux avec une force plus ou moins importante. Les groupes primaires, une force très forte, très importante, et les groupes secondaires légèrement plus relâchés. Mais pour être totalement complet sur la notion de liens sociaux, il faut aussi aborder la question des fonctions des liens sociaux. Et pour cela, j'évoque le sociologue Serge Pogam, sociologue français contemporain, qui montre la double fonction des liens sociaux. La première fonction, la fonction de protection, consiste au fait de pouvoir compter sur autrui. Donc l'idée de compter sur autrui, c'est pouvoir bénéficier d'une aide, d'un don d'argent, etc. La seconde fonction est celle de la reconnaissance. La reconnaissance, il y a derrière l'idée de pouvoir compter pour autrui. Autrement dit, avoir une place à part entière dans un groupe amical, familial, etc. Donc on l'a bien compris, il y a une double fonction des liens sociaux, protection et reconnaissance.
Nous allons entamer notre deuxième partie dans laquelle nous raisonnerons en 3 temps. Nous montrerons d'abord que les sociétés modernes sont marquées par un processus d'individualisation. Nous verrons ensuite que ce processus d'individualisation fait émerger un nouveau type de solidarité et de lien social. Et enfin, nous questionnerons le rôle des nouvelles sociabilités numériques dans la transformation du lien social. Mais avant, il nous faut définir le terme d'individualisation. C'est un terme qui est indéniablement lié à la modernité. Il s'agit du processus d'autonomisation de l'individu dans différentes sphères de la vie sociale, telles que la famille, le travail, la religion ou encore l'action collective. Dans ce processus, l'individu se détache progressivement de ses groupes sociaux d'appartenance, qu'il s'agisse des groupes sociaux primaires que Benjamin vous a présentés dans une première partie, la famille, les groupes de pairs, ou des groupes sociaux secondaires que je vous ai présentés également, les associations, les partis politiques ou encore les réseaux. Et donc, pour illustrer ce processus d'individualisation, nous allons évoquer 3 principaux exemples et nous démarrons par la sphère de la mobilisation collective. Donc nous avons tous en tête ces images de mai 68, que ce soit dans les reportages, les ouvrages d'histoire. Eh bien, nous observons ici, sur cette image, qu'il y a un groupe très soudé, que ce soit des salariés, des étudiants ou les ouvriers, qui se mobilisaient collectivement pour défendre une cause. Et donc, aujourd'hui, nous avons toujours ces formes de mobilisation collective, évidemment. La manifestation l'illustre parfaitement, mais nous avons un nouveau type de lien qui se développe. C'est-à-dire que les individus vont avoir une mobilisation bien plus individuelle. Typiquement, nous pensons à la consommation engagée. Lorsque vous avez un petit creux, vous pouvez aller acheter des bananes, mais vous pouvez aussi décider d'acheter des bananes équitables. Quand vous achetez des bananes équitables, qu'est-ce que vous faites en réalité ? Eh bien, vous soutenez un type de modèle économique, soucieux des conditions du travail, de rémunération ou de l'écologie. Autrement dit, vous engagez votre opinion, vous vous engagez individuellement. Et cet engagement individuel, il peut se retrouver aussi lorsque vous faites un don. Même si nous sommes derrière notre téléphone portable ou derrière notre PC, le fait de soutenir une association par un virement, nous témoignons d'une opinion et d'un engagement politique. Et donc, nous avons une mobilisation individuelle. Donc là, très clairement, vient s'ajouter à la mobilisation collective dans nos sociétés modernes une forme de mobilisation individuelle. Et cela est particulièrement marquant lorsque l'on observe le nombre d'adhérents au sein des partis politiques. Et là, je vous laisse, Pauline, vous expliquer tout ça. En effet, ce document statistique nous donne l'évolution des effectifs de militants au sein de 2 partis politiques. En rose, vous avez le Parti socialiste, le PS, et en bas, en bleu, vous avez le parti Les Républicains, qui, attention, a changé de nom au cours du temps, puisqu'il s'est successivement appelé le RPR, puis l'UMP. Dans les 2 cas de figure, nous constatons une baisse drastique du nombre de militants et d'adhérents à ces 2 partis politiques. Si l'on s'intéresse plus spécifiquement au cas du parti Les Républicains, on constate qu'il y avait en 1980 500 000 adhérents au RPR contre 238 208 en 2016. Nous voyons donc qu'il y a moitié moins de militants en 2016 qu'en 1980. Donc je me permets d'intervenir, Pauline, parce que là vous dites quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que vient de dire Pauline ? Eh bien, c'est qu'il y a moitié moins de militants en 2016 qu'en 1980. Et qu'est-ce qu'elle vient de faire, là, finalement ? C'est d'utiliser un petit outil statistique que tous les enseignants exigent dans les copies de baccalauréat. Donc, petite confidence de prof, il faut absolument utiliser les coefficients multiplicateurs. Et comment est-ce que vous calculez les coefficients multiplicateurs ? Eh bien, vous faites la valeur d'arrivée, ici 2007, sur la valeur de départ, 1980. Et vous obtenez le 0,5. Nous voyons donc que la baisse du nombre de militants permet d'illustrer le processus d'individualisation dans la sphère de l'action collective. Mais nous allons aussi montrer que ce processus est à l'œuvre dans la sphère du travail. Pour cela, nous allons prendre l'exemple des primes qui sont distribuées par les entreprises privées. Elles peuvent les distribuer pour 2 types de performances. D'abord, il existe les primes qui sont liées aux performances individuelles et qui vont donc indéniablement renforcer la concurrence entre les travailleurs. Mais il existe aussi les primes qui sont liées aux performances collectives, c'est-à-dire aux performances d'équipe. Grâce à ce tableau statistique à double entrée, nous voyons sur la 2e ligne les primes qui sont versées et qui sont liées aux performances individuelles. Sur la 3e ligne, il s'agit des primes qui sont liées aux performances collectives. Nous constatons donc que, en 2016, 31,1% du montant total des primes versées étaient liées à des performances individuelles contre 6,6% des primes qui étaient liées à des performances collectives.
soit un écart de 24,5 points de pourcentage. Donc je me permets d'intervenir à nouveau. Donc là, vous allez dire c'est monsieur statistique, mais j'insiste, puisque là, Pauline vient de dire quelque chose à nouveau de très intéressant. Elle a comparé 2 pourcentages entre eux. Et donc lorsque l'on utilise 2 pourcentages entre eux, il est nécessaire d'utiliser les points de pourcentage. C'est obligatoire. Ainsi, le versement de primes individuelles par les entreprises privées, en renforçant la concurrence entre les travailleurs, renforce également le processus d'individualisation qui touche la sphère du travail. Mais nous allons également montrer que ce processus d'individualisation concerne la sphère religieuse, et c'est Benjamin qui va le faire. Exactement. Donc le processus d'individualisation touche aussi la sphère religieuse. Et comment est-ce que nous l'observons? C'est que nous avons une pratique religieuse qui est plus solitaire. Là, je vous montre une sortie de messe au début du XXe siècle. Et qu'est-ce qui nous frappe spontanément? Eh bien, c'est la foule. La foule amassée devant l'église un dimanche. Eh bien, cela traduit quoi? Cela traduit l'existence d'une forte conscience collective. Il se trouve qu'à l'époque, il était très malvenu de ne pas se présenter à la messe un dimanche. Aujourd'hui, évidemment, la situation est bien différente. Les sociologues, les études sociologiques de manière générale et même les sondages nous le montrent, environ 60% des Français se déclaraient catholiques en 2010 et 7% des catholiques se rendaient à la messe au moins une fois par mois. Et qu'est-ce que cela traduit? Eh bien, cela traduit une individualisation dans la sphère religieuse qui est marquée donc par un processus de sécularisation et de laïcisation. Autrement dit, et pour employer un langage très sociologique, il y a une réappropriation du croire. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il y a une personnalisation de la pratique religieuse. Typiquement, si vous êtes catholique, eh bien aujourd'hui, vous pouvez vous rendre à la messe exclusivement à Noël, sans pour autant aller tous les dimanches à la messe. Vous êtes d'une autre confession, vous êtes musulman, eh bien, il n'y a absolument aucun problème à ce que vous fassiez Ramadan sans pour autant faire vos 5 prières par jour. Donc là, très clairement, le processus d'individualisation touche nettement la sphère religieuse. Et donc, dans une deuxième sous-partie, ce que nous allons voir, c'est que ce processus d'individualisation, il a été mis en avant par Émile Durkheim. Donc Émile Durkheim, c'est un sociologue français qui a produit ses principales œuvres au XIXe siècle. Donc on peut en être fier, cocorico, vraiment. Pourquoi? Parce que Émile Durkheim, c'est l'un des pères de la sociologie. Et donc, qu'est-ce qu'il observe, Émile Durkheim? C'est une transformation des liens sociaux et des solidarités suite à la révolution industrielle. Et pour plus de détails, je vous laisse avec Pauline, qui est experte en solidarité. En effet, Émile Durkheim distingue 2 types de sociétés. Les sociétés traditionnelles pré-révolution industrielle et les sociétés modernes qui émergent avec la révolution industrielle. Il va montrer qu'au sein des sociétés traditionnelles, il existe une forte conscience collective. Autrement dit, que les individus partagent un ensemble de normes, de valeurs, de croyances communes qui sont très fortes. Il existe donc un fort ancrage de l'individu dans la communauté, notamment les communautés familiales et religieuses. Ainsi, le collectif va primer sur l'individu au sein des sociétés traditionnelles. Émile Durkheim remarque un 3e point. Il constate qu'au sein des sociétés traditionnelles, il existe une faible division du travail social. Cela signifie que les individus exercent tous des tâches similaires, notamment dans le domaine agricole. Dans les sociétés traditionnelles, la solidarité est basée sur la ressemblance entre les individus, non pas une ressemblance physique, mais une ressemblance car il existe une similitude des rôles. Pour qualifier le type de solidarité et de lien social qui unit les individus au sein des sociétés traditionnelles, Émile Durkheim parle de solidarité mécanique, puisqu'elle s'exerce de manière mécanique. Comme vient de vous le dire Pauline, il a existé une solidarité mécanique. Mais Émile Durkheim, en évoquant le phénomène d'industrialisation lié à la révolution industrielle et parallèlement à la forte urbanisation, et donc il évoque une augmentation de la taille des sociétés. Et donc les individus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont progressivement quitter les campagnes pour se rendre dans les villes fortement polarisées. Donc là, c'est le fameux exode rural. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, les individus vont s'extraire progressivement de leur ancrage communautaire. Dans leur ancrage communautaire, autrement dit, ils vont s'extraire de la conscience collective qui s'exerce dans la religion, qui s'exerce dans le milieu familial, si bien que cette conscience collective s'affaiblit. Et donc, les individus vont s'autonomiser. Et donc, lorsqu'ils s'autonomisent, nous allons nous apercevoir, Émile Durkheim va s'apercevoir, que l'individu va primer sur le collectif. Pourtant, que nous dit Durkheim? Eh bien, le lien social ne disparaît pas. Il va en fait se transformer. Et il se transforme pourquoi? Parce que la division du travail social va devenir beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'il va y avoir une plus grande diversité de métiers au sein des sociétés.
Prenons l'exemple typique d'une entreprise qui est obligée de fonctionner avec des avocats, un banquier pour financer ses projets, un architecte ou encore un ouvrier pour bâtir des bâtiments. Et donc, nous voyons bien qu'entre ces individus, il existe une forte complémentarité, des fonctions différentes qui vont nécessiter des liens d'interdépendance pour fonctionner. À l'image des organes dans le corps qui ont des fonctions différentes et qui permettent de faire fonctionner la globalité du corps. C'est pour ça que Émile Durkheim nous parle de solidarité organique. Mais il faut avoir l'esprit de nuance. Pauline va vous parler d'un petit détail important. En effet, dans les sociétés modernes, la solidarité mécanique n'a pas pour autant totalement disparu. Pour l'illustrer, nous pouvons prendre le cas des supporters fanatiques qu'on appelle plus communément les ultras, sur lesquels les liens de solidarité sont plutôt basés sur de la solidarité mécanique, puisqu'il existe une forte similitude des rôles, un partage d'une même tenue vestimentaire, la connaissance des mêmes chants, des clubs, etc. etc. C'est pourquoi, pour qualifier les liens qui les unissent, on peut plutôt parler de solidarité mécanique. Sur ce tableau récapitulatif, vous pouvez regarder, il vous résume très brièvement le passage des sociétés à solidarité mécanique à celui des sociétés à solidarité organique. Il vous permet de vérifier que vous maîtrisez tous les acquis sur ces deux notions. Nous allons entamer notre troisième sous-partie sur les nouvelles sociabilités numériques et sur leur rôle dans la transformation du lien social. Pour commencer, les sociabilités numériques correspondent à l'ensemble des relations sociales qui sont entretenues grâce aux outils numériques et notamment grâce à Internet. Alors lorsque nous abordons les réseaux sociaux numériques, il est important d'abord de faire un premier constat. Ils sont omniprésents et il suffit de s'appuyer sur quelques données statistiques pour s'en apercevoir. Depuis le début de ce cours, environ une quinzaine de minutes, dans le monde se sont échangés près de 30 millions de snaps et près, accrochez-vous bien, 200 millions de textos. C'est tout simplement énorme. Autrement dit, nous avons bien l'usage des réseaux sociaux totalement massif aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Et pour appuyer ce constat, nous pouvons observer que la proportion d'individus qui utilisent les réseaux sociaux pour échanger avec leurs amis et entretenir des liens avec leurs proches sont de plus de 90%, soit plus de 9 personnes sur 10, et ce, que ce soit dans la sphère familiale ou dans l'univers professionnel. Et cela, ça traduit quoi? Ça traduit qu'il y a une accentuation des sociabilités numériques et une transformation des liens sociaux entre les individus. Et cette transformation des liens sociaux entre les individus n'est pas sans conséquence. Elle est même très ambivalente. Nous observons effectivement qu'il y a un renforcement de liens sociaux entre les individus quand nous observons les échanges qu'il peut y avoir entre les gens habitant dans des zones géographiques très éloignées. Typiquement, vous avez votre petite amie qui habite au bout du monde, vous pouvez toujours partager avec elle quelques moments, quelques messages. Idem, votre grand-mère habite au fin fond d'une campagne, vous pouvez toujours la joindre sans aucun problème. Donc il y a bien là un renforcement des liens. Mais Pauline, on est d'accord, il y a bien une part d'ombre. En effet, sur cette troisième image, nous voyons un hikikomori, un terme japonais qui désigne des individus, le plus souvent des hommes, qui vivent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, reclus et qui entretiennent essentiellement des sociabilités numériques aux dépens de sociabilités réelles de face à face. Nous voyons ici que les nouvelles sociabilités numériques peuvent conduire à l'isolement et donc fragiliser le lien social. C'est aussi ce que nous montre cette quatrième image, publiée par le ministère de l'Éducation nationale contre le cyberharcèlement. Elle a pour slogan « Une photo, c'est perso, la partager, c'est harceler » et nous permet donc de mettre en évidence les dangers des réseaux sociaux numériques dans la fragilisation du lien social. Nous avons donc observé une double facette. Et plus globalement, dans cette deuxième partie, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu qu'il y a eu une évolution et une transformation des liens sociaux. En particulier, un processus d'individualisation et le développement de l'outil numérique qui a transformé les sociabilités. Nous allons entamer notre troisième partie dans laquelle nous raisonnerons également en 3 temps. Dans cette troisième partie, nous allons nous intéresser aux différents facteurs qui affaiblissent ou fragilisent le lien social. Nous verrons tout d'abord le rôle de la précarité de l'emploi et de l'isolement comme facteur de fragilisation ou de rupture du lien social. Nous nous intéresserons au cas des ségrégations pour, dans une troisième partie, aborder celui des ruptures familiales comme facteur de fragilisation ou de rupture du lien social. Alors, pour démarrer, nous allons voir que la précarité de l'emploi
et l'isolement peuvent être des facteurs d'affaiblissement, voire de délitement du lien social. Et pour cela, nous avons choisi de vous présenter l'évolution des contrats de travail depuis les années 80. Donc, ce document qui nous présente l'évolution des différentes formes de contrats de travail est flagrante. Qu'est-ce que nous observons? Eh bien, nous observons que les contrats les plus instables, à savoir les CDD, les contrats à durée déterminée ou les contrats d'intérim, sont en forte augmentation depuis les années 80. Typiquement, prenons l'exemple des CDD, nous étions à 10% des flux d'embauche en 1982 et aujourd'hui, c'est 3 fois plus en 2017. C'est une augmentation énorme. A contrario, lorsque nous observons la courbe des CDI, nous observons qu'il y a une baisse du flux d'embauche. Nous étions à près de 80% des embauches en 1982 et aujourd'hui, nous sommes à 45%. Et donc, nous voyons que ce type de contrats beaucoup plus précaires peuvent potentiellement fragiliser les individus. Et qui dit les fragiliser, ça veut dire potentiellement les amener à une rupture progressive des liens sociaux. En effet, dans cette campagne de sensibilisation menée par la Fondation Abbé Pierre, nous voyons une femme avec son jeune garçon qui est employé à temps partiel, c'est-à-dire qui est employé avec un contrat de travail précaire et qui pour autant est mal logé à temps complet. Nous voyons ici que la précarité de l'emploi peut donc conduire au mal logement, voire à l'isolement, puisque cette femme, par manque de ressources, doit certainement entretenir moins de sociabilité, etc., etc. Cela constitue donc un facteur de fragilisation, voire de rupture du lien social. Dans cette deuxième sous-partie, nous allons aborder le cas des ségrégations comme facteur de fragilisation ou de rupture de lien social. Tout d'abord, la ségrégation correspond à la mise à distance d'un groupe social, qu'elle soit volontaire ou subie. La ségrégation est multidimensionnelle puisqu'elle recoupe 3 aspects. Elle est d'abord sociale. La ségrégation sociale correspond au regroupement d'individus issus d'une même classe sociale, d'un même milieu social. La ségrégation spatiale correspond quant à elle au regroupement d'individus dans un même espace géographique. Et enfin, la ségrégation ethnique correspond au regroupement d'individus issus d'un même groupe ethnique ou, autrement dit, d'une même couleur de peau. Alors, les sociologues des quartiers sensibles le montrent très clairement. Dans certains espaces, ce que nous appelons communément les cités, se regroupent des individus du même milieu social et du même groupe ethnique. Et donc, ils observent, ces sociologues, un phénomène cumulatif des inégalités qui s'exprime géographiquement dans ces zones en difficulté, où nous trouvons par exemple moins de services publics ou davantage de chômage. Par conséquent, ces individus, les individus vivant dans ces quartiers, connaissent un plus grand risque de délitement du lien social. Et cette réalité est d'autant plus frappante au Brésil, typiquement, quand nous regardons la ville de São Paulo, avec cette magnifique photo, mais très brutale, où nous voyons d'un côté les favelas et de l'autre les gated communities, autrement dit les quartiers bourgeois où il existe toutes les communautés. Là, nous voyons vraiment à travers cette image l'expression géographique de toutes ces ségrégations. Et donc, c'est très frappant. Nous pouvons donc dire que la ségrégation est un facteur du potentiel délitement du lien social. Pour finir, nous allons montrer que c'est aussi le cas des ruptures familiales. Pour cela, nous allons étudier, grâce à ce tableau statistique à double entrée, les principales évolutions de la famille entre 1960 et 2018. Nous constatons une baisse du nombre de mariages entre personnes de sexe différent. À l'inverse, une hausse du nombre de mariages entre personnes de même sexe, puisque rappelons que le mariage homosexuel a été légalisé en 2013. Nous constatons une hausse du nombre de familles monoparentales, c'est-à-dire une famille qui ne contienne qu'un seul parent. Nous constatons aussi une hausse du nombre de divorces et enfin une hausse du nombre des naissances hors mariage. Nous voyons donc que depuis les années 1960, les structures familiales ont connu de fortes modifications. Toutefois, ces évolutions des structures familiales ont un effet ambivalent sur le lien social. Dans un premier temps, elles contribuent à sa transformation. C'est par exemple le cas de la baisse du nombre de mariages entre personnes de sexe différent ou de la hausse du nombre de mariages entre personnes de même sexe. À l'inverse, les évolutions des structures familiales peuvent aussi conduire à une fragilisation, voire à une rupture des liens sociaux. C'est par exemple le cas de la hausse du nombre de divorces ou du nombre de familles monoparentales. Nous voyons donc que les évolutions des structures familiales ont un effet ambivalent sur le lien social puisqu'elles peuvent contribuer à la fois à sa transformation, mais aussi à sa fragilisation, voire à sa rupture. Effectivement, et pour illustrer cela, nous allons voir
la situation des familles monoparentales au rapport de la pauvreté. Et ce que nous observons très clairement, c'est qu'il y a une corrélation entre le taux de pauvreté et la structure familiale. En France, en 2016, d'après l'INSEE, 34,8% des familles monoparentales sont en situation de pauvreté, contre 5,3% des couples, soit un écart de près de 30 points de pourcentage. Autrement dit, le taux de pauvreté au sein des familles monoparentales illustre bien qu'il peut y avoir potentiellement un lien entre structure familiale et rupture progressive des liens sociaux. Nous arrivons au terme de cet exposé. Il y a donc 3 idées principales à retenir. Dans un premier temps, il existe une diversité de liens qui relient les individus au sein de divers groupes sociaux. C'est le cas de la famille, des groupes de pairs, de l'univers professionnel, des associations ou encore des réseaux. Deuxième idée à retenir, les liens sociaux ont évolué et se sont transformés. Pensez au passage de la solidarité mécanique à la solidarité organique. Pensez à Émile Durkheim. Et cela sous l'effet du processus d'individualisation, sans oublier l'essor des nouvelles sociabilités numériques. Enfin, nous avons vu que certains facteurs pouvaient exposer les individus à l'affaiblissement ou à la rupture des liens sociaux. C'est le cas des précarités, des isolements, des ségrégations ou encore des ruptures familiales. Donc nous arrivons au terme de cette leçon de sociologie. Nous vous remercions de l'avoir suivi et puis surtout nous vous souhaitons très belle révision. Au revoir. Au revoir.